Émission cette semaine, nous assistons à la conférence, une conférence qui a lieu à Montréal, ici, à la salle culturelle marocaine, en plein cœur de Montréal, où sont réunis au moins une soixantaine de personnes. Et cette conférence, le conférencier, entre autres, monsieur Aziz Boucheta, qui est journaliste aussi, professeur d'université, il débarquait du Maroc, de Casablanca précisément, pour nous parler d'un sujet quand même pertinent. Nous parlons ici de l'agenda 2063 de l'Union africaine, avec évidemment beaucoup d'objectifs. Et vous aurez justement l'occasion d'entendre lui-même, M. Boucheta, ainsi que les participants à cette conférence qui a eu lieu donc au Centre culturel marocain à Montréal, à qui nous disons merci. En deuxième partie de cette émission, Madame, Messieurs, nous recevons un chanteur, un artiste qui vit en Europe actuellement, près de la frontière, près du Luxembourg, quelque part. Ce monsieur nous fait de la musique absolument extraordinaire. On lui a parlé via Skype. Son nom, Bo Johnson. Bo Johnson, et qui nous fait une musique absolument extraordinaire. Madame, Monsieur, bonjour. Comment ça va chez vous? J'espère que vous êtes de bonne humeur. Ici en Ringaka, bienvenue à notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, Monsieur, encore une fois, bonsoir ou bonjour que vous soyez actuellement. Nous sommes au Centre culturel marocain en plein cœur de Montréal, non loin de l'Université du Québec à Montréal, où se tient une conférence où il y a à peu près 60 personnes dans cette salle. Et avec le conférencier est entre autres Monsieur Aziz Boucheta, qui est professeur d'université, qui est également journaliste. De quoi nous parlons aujourd'hui? Eh bien, nous parlons de cette Afrique de 2063. Il y a un plan, il y a un agenda. Eh bien, justement, cette conférence vous permettra de suivre et de comprendre exactement ce qui se passe avec l'agenda 2063, et ça se passe au Centre culturel marocain. Rapidement aussi, passer sur les faiblesses ou les inévitables ou les incontournables problèmes que rencontrera la mise en place, la mise en œuvre et la réalisation de cet agenda 2063. Alors, j'en ai 3 ou 4. D'abord, donc, la nécessaire convergence entre économies. Vous savez, et ça, on le voit dans des pays, par exemple, comme ici, en Amérique du Nord, une convergence économique qui n'est pas parfaite, rien n'est parfait, n'est-ce pas? Mais une convergence qui ressemble à quelque chose. Imaginez des pays comme, par exemple, encore une fois, le Nigeria et le Niger. Quelle convergence peut-on avoir entre des pays au passé peut-être pas si différents, mais au présent tellement différent de ce qui devrait être pour pouvoir créer une relation normale. Vous avez la convergence, quand on parle de convergence au niveau, par exemple, encore une fois, du budget, du déficit budgétaire. Vous avez un déficit budgétaire qui doit être le même. Quand on fait une convergence dans une région donnée, la convergence économique passe par idéalement l'institution d'une banque centrale, donc d'une monnaie unique. Et pour faire une monnaie unique, il faut bien entendu avoir les mêmes paramètres ou les mêmes agrégats économiques. Il ne faut pas avoir, par exemple, trop de disparités dans les déficits budgétaires. Il ne faut pas avoir trop de disparités dans les inflations, dans l'inflation des uns et des autres. Le premier élément impactant sur le deuxième. Il faut avoir aussi un certain nombre de mois de réserve sur les importations. Des détails techniques économiques qui ont leur importance pour pouvoir créer des pays qui, s'il y en a un qui a un problème, n'impactent pas sur l'autre, ou alors que les autres puissent les arranger ou leur trouver des solutions d'une manière qui n'impacte pas véritablement leurs propres économies. Alors ça, cette question de convergence, passer d'abord par une convergence intra-régionale pour passer à une convergence interrégionale, pour passer à une convergence continentale. Bien entendu, ça ne prend pas quelques mois, ça ne prend pas quelques années, ça prend quelques décennies avec un certain nombre de facteurs et d'éléments qui doivent impérativement être mis en place. Deuxième élément, la stabilisation politique en interne. Je reviens bien entendu sur ce qui se passe dans la région Sahel, avec cette formule que nous voyons un peu partout, le retour à l'ordre constitutionnel, on en parlera certainement dans le courant du débat, mais aussi la stabilisation géopolitique, de manière à avoir des pays qui puissent s'entendre, qui puissent se comprendre, qui puissent avancer tout en réglant les problèmes qu'ils auront inévitablement, comme tous les pays voisins peuvent avoir, mais une stabilisation géopolitique où il y ait surtout
où il n'y ait pas d'interférences extérieures. Des interférences extérieures qui nous ont créé tous ces problèmes avec ces frontières qui sont héritées du colonialisme. Je vais dire une chose, peut-être qu'il ne va pas emporter l'adhésion de tout le monde, c'est ce que est en train, peut-être, sont en train d'essayer de faire ces pays qu'on dit les pays des trois frontières au Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, avec leur zone, avec leur alliance des États du Sahel, et essayer d'enlever, essayer d'annihiler, essayer d'atténuer un peu l'impact des frontières qu'il y a et qui ont créé, qui sont à l'origine des problèmes que nous connaissons. Et puis donc un retour aussi sur soi dans le sens de, et ça je reprends une phrase du roi Mohamed VI, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. C'est-à-dire laisser circuler les gens, laisser circuler les personnes, les biens, faire les échanges culturels et puis mutualiser la transformation des ressources naturelles que ces pays ont et qui malheureusement, on ne revient pas sur les termes de l'échange, etc., mais qui malheureusement sont exportés avec des pauvretés qui restent, avec des rentiers dans ces pays-là qui profitent de ces mannes-là, alors que s'il y avait une transformation, et ça, je ne vous apprends rien encore une fois, une transformation crée un certain nombre d'avantages aussi bien économiques et sociaux. Et bien entendu, alors l'intégration, juste un chiffre que je viens de voir ici, l'intégration en Afrique est en moyenne de 15 à 20-25%. L'intégration dans une région comme l'Union du Maghreb arabe, pour des questions que nous connaissons, est de moins de 3%. Je vous laisse imaginer ce que nous aurions pu faire si on avait une véritable intégration économique, pas seulement dans la zone de l'Union du Grand Maghreb, pour ne pas dire le Maghreb arabe, mais dans les autres régions, et donc les corrélations qui peuvent y avoir entre les différentes régions. Et enfin, dernier élément, la consolidation et le renforcement des structures multilatérales, à commencer par l'Union africaine. C'est quelque chose de très important qui doit être le but ultime, de manière à ce qu'avoir un organisme supranational qui puisse avoir la main un peu sur les différentes questions qui se posent. Alors, des petits chiffres, si vous aimez les chiffres, juste pour montrer un peu ce que l'Afrique est. Donc, c'est 54% des réserves de platine, c'est 70% des réserves en diamant, 40% en chrome, 28% en manganèse, 40% d'or, 12% en hydrocarbures. Pour le phosphate, c'est à peu près 80-85%. Là, c'est la bonne nouvelle, 75% c'est chez nous, les Marocains. Et bonne nouvelle aussi, c'est qu'on commence aussi à les transformer. Donc on ne vend plus que la roche qu'il y avait comme avant, mais maintenant on commence à transformer et à faire de l'engrais, et même du smart fertilizer, même, excusez mon anglais, il n'est pas terrible, mais de l'engrais qui est appliqué un peu partout. Donc c'est quelque chose qui est en train, en termes d'intégration, qui peut être un cas d'école et qui peut montrer un peu ce qui a moyen d'être fait. Voilà pour l'agenda 2063, mais alors là vraiment très rapidement, en parlant très vite, en essayant d'être très succinct pour montrer plus ou moins ce que c'est. Donc c'est pas 2050, c'est pas 2060, c'est 2063. Et disons que nous n'avons pas beaucoup de jeunes dans la salle, nous avons des moins jeunes, mais c'est aux jeunes que ça parle, 2063, on va pas dire, on va dire les moins jeunes, on va laisser comme ça les choses. Et ce sont les jeunes, il y en a quelques-uns que je vois, et à qui ça parle cet agenda 2063, qui leur parle et qui devrait être, eux, leur objectif. Oui, mon nom est Henri Ngaka, je suis animateur télé pour l'émission Ça va causer à ICI Télévision. Ma question ici, vous avez parlé d'une nouvelle manière de voir les choses, ambition du panafricanisme. Permettez-moi de vous rappeler qu'à la création même de l'OUA, de l'Union africaine, vous l'avez mentionné, il y avait deux groupes. Et moi, j'ai retenu ce groupe, le groupe de Casablanca, entre autres, il y avait M. Nasser, il y avait Sékou Touré et évidemment le feu roi Mohamed V. Si vous remarquez, ces trois têtes-là étaient des nationalistes. Et je vais descendre encore plus bas. Quand on prend des pays tels que le Ghana et autres, il y avait Kwame Nkrumah et autres. Bref, je vois ici que la création comme telle a été quand même conçue par des nationalistes, quelque part, qui avaient une certaine vision. On est arrivé à l'Union africaine. L'Union africaine, aujourd'hui, on regarde telle quelle, on voulait avancer plus loin, mais on remarque le continent qui, on parlait ici de démocratie, vous avez parlé de démocratie ici quelque part, j'ai vu démocratie comme ambition. Mais je vous ferai remarquer que dans les années 60, quand le continent a accédé à son indépendance, on parlait bien de démocratie. Léopold Sédar Senghor a été élu, Houphouët-Boigny a été élu et d'autres. Et on a vu cette démocratie disparaître au profit, n'est-ce pas, de la dictature qu'on vit actuellement.
Alors, ma question ici, monsieur, je m'interroge très sincèrement dans les ambitions même de l'Union africaine, où vous savez comme moi, dirigée par une grande partie des dictateurs, que nous ne voulons plus du tout aujourd'hui à notre époque. Je vous le ferai remarquer. Vous avez remarqué des pays tels que le Mali, tels que le Niger et autres, qui ont une nouvelle vision de l'Afrique comme telle, contrairement aux dictateurs qui existent. Maintenant, ma question ici, croyez-vous sincèrement qu'avec cette nouvelle manière de voir les choses, l'ambition du panafricanisme, est-ce qu'on peut encore rêver? Moi, la question, c'est la question du risque. Parce que oui, c'est bien de se développer. L'Afrique, c'est vraiment le paradoxe du continent riche, mais des institutions pauvres. On veut aller de l'avant, il y a une volonté, elle se dessine, mais moi, c'est le risque de la dette. On voit ça dans les pays dits développés, qu'on arrive à un plateau de la dette qui vient ici. Maintenant, comment peut-on financer ça? Je pense que ça passera par l'économie dans un premier temps, avec une volonté politique, mais comment se développer puisqu'on a les richesses sur place sans tomber dans le piège de la dette, parce que la dette est détenue par d'autres personnes. Ça serait s'enfermer dans le futur. Est-ce que l'agenda 2063 inclut les débuts des efforts depuis 5 ans de l'Union africaine pour développer au niveau régional des structures de dialogue interreligieux, principalement islamo-chrétiens, qui permettent justement, à un moment donné, de combattre ensemble la radicalisation dans certains milieux religieux? Est-ce qu'il n'est pas temps aussi pour l'Afrique de penser réellement à son modèle démocratique au lieu d'utiliser la démocratie qui nous est exportée, qui nous est importée de l'Occident, qui nous est imposée en réalité? Je pense qu'aujourd'hui, les pays du Sahel, l'AES dont vous parlez, sont en train de bâtir aujourd'hui un modèle démocratique. Alors, est-ce qu'en réalité, on essaye de faire l'amalgame entre c'est un militaire qui est au pouvoir et c'est un pouvoir dictatorial? Pour moi, il y a une différence entre un militaire au pouvoir par rapport à la dictature. Aujourd'hui, on parle de Poutine, on parle d'autres personnes qu'on considère comme des dictateurs. Mao, par exemple, en Chine, on dit qu'il est dictateur, mais pourtant il est un civil. Donc je pense qu'il faut vraiment faire la nuance entre démocratie et dictature. Et je pense que dans l'agenda 2063, c'est quoi le modèle finalement qu'on veut le modèle de gouvernance au fait qu'on veut mettre en place pour pouvoir arriver à tout cela? Parce que tout ce que vous avez présenté va avoir jour, va pouvoir être réalisé lorsque la bonne gouvernance est mise en place, lorsqu'il y a un modèle qui correspond à nous les Africains. Merci beaucoup. Pour la question de la démocratie, alors je suis gêné par cette histoire parce que d'abord la démocratie, alors on va y aller franchement, la démocratie. Ouais, la démocratie. Où c'est qu'il y a des pays véritablement démocratiques, surtout en ce moment, depuis qu'il y a une guerre au Moyen-Orient. C'est magnifique, c'est magnifique ce qui est en train de se passer à Gaza. C'est magnifique ce qui est en train de se passer. Je suis ironique et sarcastique et vous le comprenez bien. Cette complicité qu'il y a des pays occidentaux démocratiques, grandement, efficacement, définitivement, suprêmement démocratiques, a menacé un procureur de la Cour pénale internationale parce qu'il a pris une décision qui déplaît. C'est peut-être pas véritablement la démocratie telle que je la vois. Cette démocratie qui empêche des gens de parler, et je suis journaliste et il y a des journalistes ici, cette démocratie qui empêche des gens de parler parce qu'ils ne s'inscrivent pas dans la doxa dans laquelle ils doivent s'inscrire. C'est beau cette démocratie. Alors merci, Monsieur Diarra, d'avoir dit qu'il faut qu'on trouve notre modèle. Je vous le disais, Djellaba, tout à l'heure, sur mon pays, sur le Maroc, nous avons un roi. Il est là, il est un roi. Et on a une constitution aussi. Et rien dans cette constitution ne dit comment le roi est désigné. Vous pouvez chercher de l'article 1 à l'article 200, parce qu'il y en a beaucoup. Il n'y a rien qui dit comment ce chef de l'État est désigné. Pourtant, il est le chef de l'État de ce pays. Mais là, on passe au droit pas coutumier, mais on passe à la tradition politique. Vous allez trouver ça quelque part. La démocratie commencera au cran en dessous. Maintenant, elle est perfectible, la démocratie. Très perfectible. Mais c'est notre modèle à nous. On est l'un des rares pays qui est passé les affres du colonialisme en gardant ses structures et donc en gardant sa manière de se gérer. Bien entendu, il y a encore
beaucoup de choses à faire. Je ne défends pas en disant que nous sommes le paradis sur terre, loin de là. Mais dans tous les pays d'Afrique, quels qu'ils soient, il y a des... Alors je crois que ça s'appelle le Padongo. Le Padongo, la manière de régler, c'est les différends au Burkina. Par exemple, vous voyez bien pourquoi ne pas utiliser ce genre de structure ancestrale, ce genre de structure historique pour créer quelque chose qui soit à nous. Mitterrand avait prononcé son discours de la Baule en disant voilà, il faut passer au multipartisme. Ben alors on a consacré la non-démocratie, mais ça a arrangé les autres. Donc, si on veut prendre véritablement, personne ne parle du Japon, par exemple. Alors on parle de l'inclusion, du droit des femmes, de l'égalité. Vous voyez beaucoup de femmes dans les postes de responsabilité au Japon? Non. Quelqu'un en parle? Non. Mais il y a cette imposition d'une démocratie telle que nous pouvons l'avoir, enfin telle qu'on peut l'avoir dans des pays qui ont une tradition démocratique, mais qui ont surtout la possibilité et le pouvoir de faire la promotion de leur tradition démocratique, même si elle est de moins en moins démocratique. Pour la dette, bon, je ne suis pas tout à fait économiste pour répondre à ça, mais ce que je sais, c'est qu'il y a une question un problème de la dette qui se pose actuellement avec essentiellement les investissements massifs qui sont opérés par la Chine. Et il y a cette prise de conscience qui est en train d'être faite dans l'agenda 2063, on parle de 70%. Dans les conditions de convergence économique entre les pays, on parle d'un taux qui ne dépasserait pas 70% du PIB, d'endettement qui ne dépasserait pas 70% du PIB. Ce qui est un vœu pieux, vous le savez certainement mieux que moi, tout le monde dépasse 70% et un peu partout. Comment faire pour la dette? Est-ce que la dette est véritablement un problème à partir du moment où les choses sont bien gérées? Quand on prend une entreprise et qu'elle s'endette parce qu'elle sait qu'elle va rentrer des choses. Si on s'endette pour s'endetter, si on s'endette pour payer comme pourrait le faire d'ailleurs le Maroc, et qui poserait un problème, les différents grands chantiers sociaux qui pourraient faire exploser la dette du pays pourraient effectivement poser un problème. Donc la dette est-elle productive? Elle va-t-elle vers des chantiers productifs qui ramèneront des fonds, qui ramèneront des capitaux, qui permettront de payer, ou alors vers des chantiers sociaux? Ou alors pour payer tout simplement le service de la dette. Tout dépend de la dette. Ce que je sais, c'est qu'il y a véritablement une prise de conscience et que cette forme d'impérialisme économique que nous avons tous vécu à la fin du 19e siècle, je pense qu'il y a des gens qui ont compris ça et qu'il ne faut plus jamais ça. Donc je ne pense pas que ça puisse poser problème, si tant est, bien entendu, que nous ayons des responsables qui comprennent et qui comprennent et qui utilisent les instruments qu'il faut pour ne pas endetter le pays d'une manière non contrôlée ou hors contrôle. Je sais que ça ne répond pas tout à fait à la question, mais je ne peux pas aller tout à fait dans le détail, parce que d'abord, je ne le connais pas. Deuxièmement, c'est l'avenir, donc on ne peut pas savoir quelle va être la nature de la dette, et sur quoi va-t-elle être basée, et vers quoi va-t-elle aller. Pour le dialogue interreligieux, pour combattre... Alors, vous avez posé la question, professeur, sur le dialogue interreligieux. J'étais en train de me poser, mais le dialogue interreligieux, il y a tellement de religions, donc il y a tellement de dialogues, à 2 ou à 3, et vous avez dit de radicalisme, donc vous êtes parti sur l'islam. Et pas nécessairement, mais on va rester. On peut rester. Il y a bien des radicalismes d'autres religions, mais disons que celui qui fait le plus couler d'encre et de sang et de salive, c'est bien notre radicalisme. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a un dialogue interreligieux qui a été créé au niveau de l'Église, au niveau de 3 grands monothéismes. Ce que je peux dire, c'est en parlant de mon pays, du Maroc, il y a cette fameuse fondation des oulémas africains que vous connaissez bien, qui a été assez bien pensée, assez bien conçue pour avoir des représentants des différentes obédiences religieuses qu'il y a sur le continent dans les pays musulmans, et qui essayent de faire parler les gens, qui essayent de faire comprendre les gens sur ce qu'est l'islam, sur ce que sont les religions. Les religions, peut-être dans leurs textes, excusez-moi pour ce que je vais dire, peut-être que dans les textes, il peut y avoir de la violence, mais c'est des textes qui ont été révélés ou qui ont été écrits il y a quelques millénaires, mais sur le principe même, sur le principe même de la religion, il n'y a que de la paix et il n'y a que du rapprochement. Donc, tous ces gens-là qui utilisent, et là je sors de l'islam, tous ces gens-là qui utilisent les principes religieux ou les convictions religieuses ou les principes religieux pour aller tuer leur prochain,
sont pas vraiment dans la religion. Comme disait l'autre, ce sont des criminels qui prennent la religion pour bouclier. Donc on ne peut pas véritablement incriminer la religion sur ça. Maintenant, le dialogue interreligieux, s'il s'agit de faire dialoguer des érudits musulmans, chrétiens, juifs ou autres sur le bienfait de la religion, je crois que c'est inutile si on n'est pas passé à la sensibilisation des populations sur les religions. Mais les érudits, eux, seront en général dans le dialogue. Bonjour, mon nom est Marie-Yannick Dutelli. Je suis venue écouter cette conférence parce que d'une part, j'ai vécu en Afrique de l'Ouest, d'origine haïtienne, mais j'ai vécu longtemps en Afrique de l'Ouest. Donc tout ce qui concerne l'Afrique m'interpelle, m'intéresse. Et aussi, je suis coordonnatrice d'un salon du livre à Ottawa, qui est le salon du livre afro-canadien, où nous réunissons énormément d'écrivains, beaucoup d'écrivains chaque année, de l'Afrique, du Nord, du Maghreb et de toute l'Afrique, on va dire Afrique subsaharienne francophone. Alors, ces questions-là nous intéressent notre public, intéressent nos écrivains et intéressent les jeunes qui viennent à nos activités. Donc, c'est tout naturel que je sois venue et j'ai appris énormément de choses. Je ne connaissais pas l'agenda 2063 et j'ai appris énormément de choses et je suis très heureuse d'avoir été là. Et je remercie le Centre culturel marocain de cette belle initiative. Oui, bonsoir. Chakib Saad, marocain, 30 ans ici à Montréal. Merci de cet événement-là. Chakib Saad, je suis directeur national des comptes corporatifs dans la santé des yeux, candidat aussi aux dernières élections pour le Parti conservateur ici à Montréal, au Québec. Du Québec, oui, effectivement. Et je fais beaucoup d'autres choses pour la communauté, pour la grande communauté africaine elle-même. J'ai répondu présent à cet événement aujourd'hui. C'est très important de pouvoir tisser ces liens-là et s'assurer que l'Afrique aille de l'avant. Quelle belle perspective, quelle belle soirée aujourd'hui avec Monsieur Dr Aziz Bousseta, ici au Centre culturel marocain. Des propos qui nous ont laissé en pleine réflexion sur le futur de l'Afrique, comment y arriver, quels sont les enjeux, quels sont les objectifs à atteindre et quels sont aussi les pièges à éviter. C'est une réflexion ouverte qui mérite encore plus d'approfondissement. 2063, c'est très loin et on aura l'occasion sûrement de réajuster avec le temps. On sait une chose, en Afrique en ce moment, il y a beaucoup de volonté de se développer de l'interne. On a vu des mouvements ces derniers temps au niveau politique. Des pays se distinguent, le Niger, le Sénégal, Burkina Faso, plein d'autres pays de cette nature-là. Des ponts se tissent aussi. Hein, c'est la vision du Maroc sud-sud, comme on dit. Et c'est une chose qu'il faut faire. On a les outils, on a les ressources, on a la population, on a beaucoup de belles choses qui puissent faire avancer l'Afrique et avoir sa place au sein de la place mondiale finalement. Alors, oui, bonjour, docteur Ndeye Djenaba Ndiaye. Je suis professeur de droit au département des sciences juridiques de l'UQAM à Montréal, au Canada. Alors, j'étais très ravie de modérer aujourd'hui la conférence qu'on a eue avec M. Aziz Bousseta du Maroc, qui est journaliste de formation, qui est enseignant, donc qui fait énormément d'ailleurs sur la géopolitique, les enjeux géostratégiques aussi. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'était d'abord de célébrer l'anniversaire, parce que le 25 mai, c'est la journée de l'Afrique, comme vous le savez. En plus de cela, l'idée, c'était de parler de l'agenda 2063, comme l'agenda 2063, qui est l'agenda africain, en tout cas institué par l'Union africaine, dans le but de rejoindre un certain nombre d'objectifs d'ici 2063. Pourquoi 2063? Évidemment, c'est le centenaire de notre organisation au niveau régional, continental. Donc, et plusieurs aspects ont été discutés aujourd'hui, notamment la gestion de l'Afrique par les citoyens africains. On a parlé aussi d'intégration régionale. On a parlé
énormément, à mon avis, de démocratie, de modèle de gouvernance, de comment les Africains et les Africaines pourraient s'approprier leur propre modèle de gouvernance et c'était quoi le bon modèle. Est-ce que l'Afrique peut jouer un rôle important dans cette perspective-là, d'autant plus que l'Afrique, du point de vue de ses ressources, se positionne de plus en plus à l'échelle planétaire et dans la communauté internationale. Ce que l'on constate, c'est que, comme certains ou certaines l'ont soutenu ici, les participants et les participantes, c'est que les gens font un peu les yeux doux à l'Afrique. Pourquoi? Ben, c'est une population jeune, une population qui va se dédoubler dans 50 ans, une population qui est en mesure de contribuer de façon concrète, évidemment, au développement de l'Afrique en mobilisant les ressources africaines par les Africains pour les Africains. Je pense que c'est ce message-là aujourd'hui dont on a discuté largement, compris aussi les enjeux liés à ce qu'on appelle au changement climatique, les conséquences, la liberté de circulation, le passeport africain adopté il y a quelques années, comment mettre ça en place de façon concrète et le rôle crucial du Maroc dans tout ça. Comme vous le savez, le Maroc se positionne de plus en plus que ce soit au niveau politique, de la sous-région ou de la région africaine continentale, mais le Maroc se positionne aussi à travers différents projets, différentes initiatives. On le voit, le Maroc développer des projets d'infrastructure un peu partout à travers l'Afrique. Donc, c'est en quelque sorte aujourd'hui des discussions autour de qu'est-ce qu'on a présentement en 2024. Il reste une trentaine d'années. Et si on se projette, est-ce que c'est réalisable, tout cet agenda ambitieux-là, qui est l'agenda 2063? Voilà. Bonsoir, moi c'est Abdoulaye Diarra, je suis le président du Centre culturel malien du Canada, une OBNN, une organisation à but non lucratif qui est créée il y a environ 1 an et demi, qui a pour objectif de faire la promotion de la culture au Mali, du Mali ici au Canada. Alors donc effectivement on a été invité pour prendre part à cette conférence animée par Monsieur Aziz sur l'agenda Maroc 2063. Je pense que tout ce que le conférencier a dit sont extrêmement importants par rapport à tout ce qui est convergence, à tout ce qui est projet qui sont projetés aujourd'hui par rapport à 2063 sur le développement de l'Afrique. Donc je pense qu'aujourd'hui l'avenir est très promoteur pour l'Afrique et je pense qu'aujourd'hui l'Afrique est en train de mettre en place les bases de son développement, notamment en termes de gouvernance, concevoir son modèle de gouvernance, concevoir des projets Made in Africa, mise et réalisée par les Africains, et je pense qu'il y a une confiance, une prise de conscience qui commence à se faire au niveau de l'Afrique, surtout au niveau de la nouvelle génération qui commence à se dire on n'est pas aussi pauvre que ça comme on le dit, on n'est pas aussi nul comme on le pense, on n'a pas besoin de l'autre de venir nous dicter quoi que ce soit. Si on prend par exemple l'exemple sur le Mali, on a vu la révolution malienne, c'est parce que les Maliens ont décidé de prendre leur destin en main et de se débarrasser, entre guillemets, du colonisateur qui est la France et de faire face à leurs problématiques. Aujourd'hui, on peut le dire sans se tromper, il y a des problèmes d'électricité au Mali, mais personne n'est sorti dans la rue. Les gens ont compris que la solution doit venir avec nous et que nous devrons aller de l'avant et que nous ne devrons pas accepter de dire qu'on est pauvre parce que c'est pas vrai qu'on est pauvre. Donc il faut que tout simplement nous travaillions, que nous trouvons les solutions par rapport à nos problèmes. Et je pense que c'est ce qui a été démontré aujourd'hui avec l'agenda 2063 que nous soutenons, que nous allons continuer à faire la promotion, à faire connaître pour que les gens puissent l'approprier. Donc, sur ce, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de dire quelques mots à vos téléspectateurs, à vos auditeurs.